Le moteur JavaScript est un moteur monothread, ce qui implique qu'il doit exécuter les exécutions une par une, comme en PHP ou en C. Pourtant, quand on navigue sur Internet, il est possible de faire plusieurs actions en même temps, ce que pourrait produire un environnement multithread. Alors tout cela n'est pas magique, bien au contraire, il existe un mécanisme qu'on appelle l'event loop dans JavaScript qui permet de simuler ce comportement multithread. On va voir à travers cette vidéo que les navigateurs qui proposent des API multithread au moteur JavaScript, eh bien JavaScript va pouvoir l'utiliser pour envoyer des exécutions de code aux API et récupérer ces informations pour les traiter les uns après les autres. Dans cette vidéo, on va donc parler de code asynchrone, donc un code qui peut être exécuté en parallèle d'un autre code. On va parler aussi de promise et de callback, donc des fonctions de retour. Et on va surtout démontrer comment le moteur JavaScript fonctionne pour simuler ce côté multithread. Alors n'attendons plus et rentrons dans le cœur de cette vidéo. Pour présenter tous ces points, nous avons besoin de connaître les bases de JavaScript, donc je vous invite à revoir les vidéos, surtout celles qui parlent de la manipulation du DOM et des événements. Donc celle-ci est très importante parce qu'elle est en relation très forte avec la vidéo qui vient. Dans un premier temps, on verra ce qu'est la call stack, la pile d'exécution de JavaScript, donc le moteur principal de JavaScript, sa file d'attente qu'on appelle la queue, et l'event loop, le mécanisme qui permet d'associer les deux et de faire une simulation de multithread grâce aux API web que fournissent les navigateurs. Ensuite, on parlera plus simplement des callbacks et des fonctions anonymes, puis on verra une introduction aux promises, même s'il faudra peut-être plus d'une vidéo pour pouvoir les utiliser. Toutes les méthodes sont exécutées les unes après les autres. En fait, on appelle la call stack une pile d'appels monothread qui exécute les méthodes une par une. Par exemple, j'ai écrit un petit bout de code ici avec la déclaration d'une variable, l'affichage dans la console de certains nombres, et puis ça appelle une fonction pour avoir un nombre aléatoire, avec un petit temps d'attente pour voir le résultat. Le résultat qu'on observe ici, c'est celui-ci. Donc en fait, la pile d'exécution, c'est ça. Ça va être une pile où chaque instruction qui est écrite en JavaScript va se positionner et s'exécuter les unes après les autres. Par exemple, ici dans ce code, on a la première fonction qui était donner un nombre. C'est la fonction ici qui renvoie un nombre aléatoire après un certain temps. Cette méthode est en attente dans la pile d'exécution, mais elle ne peut pas se résoudre tout de suite. Elle est obligée, pour se résoudre, de résoudre des fonctionnalités qui sont actuellement dans la fonction. C'est pour ça qu'on va exécuter la première, le mathFloor, math.random, qui est ici. Ensuite, on va rentrer dans la boucle ici et on va exécuter la deuxième ligne qui est le sleep. Et c'est seulement après l'exécution de sleep que la console va afficher ici qu'on est à 1 seconde. Et puis ça, on le fait 3 fois, puisqu'on avait un nombre aléatoire tiré 3 fois. Donc on va avoir ce sleep qui affiche la deuxième seconde, la troisième seconde, et on remarque que toujours dans la pile, il y a toujours l'appel de la fonction qui n'est pas terminé. Donc on arrive à 3 secondes, et ensuite on sort de la boucle, on a le mathFloor ici, random qui s'exécute, et seulement après, la fonction retourne le résultat dans nombre A, et du coup, on a la pile qui est vide, et qui peut passer à l'instruction suivante, qui est la console.log du membre A. La stack exécute cette méthode et affiche cette méthode ici. Mais que se passe-t-il si l'on vient à exécuter un clic au moment de l'exécution de ces lignes de code qui sont en cours d'exécution? Eh bien, pour gérer ces événements, rappel de la petite vidéo sur les événements qui était juste avant ce cours, on va avoir des événements qui vont se rajouter dans une liste d'attente. Pour rappel, quand un message arrive à JavaScript, donc un événement, il est placé dans une queue qu'on appelle une file d'attente. Ça peut être des événements clics, ça peut être des événements move, ça peut être n'importe quel type d'événement. Ça peut être une fonction de rappel, une callback, mais qu'on verra plus tard dans la vidéo. Et en fait, ces fonctions, ces clics sont forcément associés à une méthode ou une procédure ou un objet event, mais pour l'instant, on va rester dans ce principe-là. Donc, quand la pile d'exécution est pleine, le JavaScript étant monothread, il va exécuter les lignes une par une. C'est seulement quand la pile va être vide que le clic va être interprété ici et va exécuter la procédure sur laquelle il était rattaché. La procédure s'exécute et ainsi de suite. Je vais reprendre maintenant l'exemple de la diapo précédente avec celui des event loop pour avoir les deux en même temps. Donc je reprends exactement le même code. On arrive à nombre A37, donc on en est là au niveau de l'exécution. Appel de la méthode ici, nombre B qui vient d'ici. On rentre dans la méthode dans la fonction qui est ici. On exécute la fonction, donc voilà. Et là on a un clic qui vient d'apparaître. Eh bien le clic ne peut pas être exécuté parce que la stack elle est pleine. Donc point d'information très importante, si la pile d'exécution de JavaScript est pleine ou où il reste des méthodes à exécuter, comme c'est monothread, on doit attendre que cette pile se vide pour pouvoir agir sur l'événement. Donc là donne un nombre. Dedans il y a toutes ces méthodes ici, donc le console.log qui va loguer 1 seconde. La boucle tourne 3 fois, donc on va avoir 3 secondes affichées. Il y a même un clic qui peut arriver, il est toujours lui aussi en attente. Donne un nombre est toujours aussi en attente d'exécution parce qu'on
on n'a pas fini d'écrire dans la fonction. Et puis ensuite, on a le return, le matfloor ici qui va être retourné à nombre B, et nombre B qui va être libéré. À ce moment-là, avant qu'on passe à la prochaine ligne, eh bien la stack est vide. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il y a de la place pour que l'élément vienne se rajouter dans la pile d'exécution. Donc on va avoir le clic qui va apparaître et qui va associer la méthode sur laquelle il était rattaché. Donc la méthode, c'est ici, une procédure quelconque, puisque c'était rattaché au clic. La méthode va s'exécuter, et après on va reprendre le cours du programme, et ainsi de suite. Voilà un peu comment cela fonctionne. Ça veut dire en fait que si on reprend un peu ce mécanisme de file d'attente et d'exécution, l'exécution est monothread, et puis on a quand même cette sensation de non bloquante qui va pouvoir mettre en attente toutes les actions qu'on a effectuées. Alors forcément, si on clique 10 000 fois, on va avoir 10 000 clics en attente, du coup on va avoir une sorte de ralentissement, mais tous les clics vont être pris en compte au fur et à mesure que la stack est libérée. Pourtant, ce mécanisme n'est pas suffisant, parce que si une exécution, une ligne prend du temps à être exécutée, le programme va retarder les événements, etc. etc. C'est pour ça que nous allons voir maintenant les API web. Donc, qu'est-ce qu'une API web? En fait, les navigateurs proposent des API, c'est-à-dire des mécanismes multithread qui vont pouvoir exécuter des choses, et pendant que ces choses sont exécutées, la stack va pouvoir continuer à exécuter ces méthodes les unes après les autres. C'est pour ça qu'en fait, on appelle ça du code asynchrone, parce que vous allez voir qu'une méthode qui part dans une API web, eh bien, elle ne sera plus gérée dans le flux de la pile, et du coup, le code va continuer. Donc là, on a dans la stack deux fonctions qui sont en cours d'exécution, donc le sleep qui va être exécuté, puis on ramène une setTimeout. Donc setTimeout, c'est une méthode qui appartient à une API web. D'accord? C'est fourni par le navigateur. Le navigateur permet de faire un setTimeout. SetTimeout, ça permet en gros de dire au code, j'ai une méthode, mais je veux qu'elle soit exécutée dans tant de temps. Donc ici, on dit j'ai une méthode qu'on appelle une callback, on verra après pourquoi on l'appelle comme ça. Eh bien, on va dire au navigateur, tiens, prends cette instruction-là, ça libère la pile, parce que la fonction est donnée à une API web, et la pile peut continuer son mécanisme. Donc là, j'ai sleep qui va être exécuté, j'ai console.log qui va être exécuté, et puis, si elle est vide, ça peut gérer les événements d'un clic pour exécuter par exemple une procédure. Et puis l'API web, au moment où elle a terminé son traitement, eh bien elle va aller positionner son retour de message dans la file d'attente. Vous avez compris le principe. Dans la file d'attente, on va attendre que la procédure se vide pour traiter donc tous les clics. Il reste plus que setTimeout dans la queue. Eh bien on va traiter le setTimeout. Et le setTimeout, en fait, on va exécuter la fonction qui était associée au setTimeout. Et du coup, on a envoyé du code en parallèle qui a fait sa popote tranquillement dans les API web et est revenu. C'est ce mécanisme-là qui permet le multithread. Avec ce principe, on a l'impression qu'on peut envoyer autant d'exécutions qu'on veut dans les API. Les API gèrent leur travail en multithread grâce aux navigateurs Internet comme Firefox, Chrome ou Safari. Et puis le navigateur renvoie des messages à JavaScript par l'intermédiaire de la file d'attente. Et ces messages sont en attente de traitement de la stack principale, donc la pile d'exécution JavaScript qui, elle, est monothread. Donc quand on a du code monothread, attention au niveau du vocabulaire, on appelle ça du code synchrone, donc il est exécuté les uns à la suite des autres, exactement comme la file d'attente. Les événements et les messages sont traités les uns à la suite des autres. Par contre ici, au niveau des API web, on appelle ça une gestion asynchrone puisque la méthode va partir, mais on ne sait pas quand est-ce que le résultat va arriver. Des API web, il en existe plusieurs. Il y a des API web qu'on dit à callback, des API web qui sont à event, à événement, à message, et des API web qui sont à promise. C'est les trois plus grands groupes d'API, et on verra ça plus tard dans cette vidéo. Quels sont les services web fournis par les API? Parce que là, on parle des API, mais c'est quoi une API? Eh bien, en fait, il y en a vraiment énormément. C'est-à-dire qu'une API, si on va sur le site de développer Mozilla, on en a des centaines. On peut faire vraiment tout ce qu'on veut. Et en fait, chaque navigateur, alors il y a quand même un standard, mais en fait, chaque navigateur propose ses API aux développeurs JavaScript. Alors bien sûr, on ne va pas tous les voir, mais comme c'est une introduction au JavaScript dans ce cours, on va voir les plus importants. Donc le setTimeout qui est parfois utile, surtout pour faire des exercices, je ne vous le cache pas. La méthode fetch pour pouvoir gérer nos propres API et le WebSocket parce que le WebSocket devient de plus en plus à la mode. Il a remplacé Ajax et jQuery. Alors, principe de fonctionnement standard. On va prendre les API dites à callback. Eh bien, c'est quoi une API à callback? Une API, c'est une méthode. On exécute une méthode sur un objet. Donc, l'API de callback, c'est en gros, on va appeler l'API. Donc ici, on appelle l'API setTimeout qui est gérée par le navigateur. C'est pas JavaScript qui gère setTimeout, c'est vraiment le navigateur. Et on lui passe une callback. Et donc, en fait, une callback, c'est quoi? C'est on va dire, tiens, voici une fonction. Donc, la fonction callback, c'est son petit nom. Et setTimeout, en fait, ça va dire au navigateur, eh bien, tiens, prends pendant 2 secondes
un timer, et dès que tu as fini ton timer, reviens avec et j'exécuterai la callback. Ça veut dire que JavaScript exécutera cette méthode 2 secondes après. C'est pratique pour créer des petits événements qui ont besoin d'attendre 3 secondes après le chargement de la page ou voilà des petits effets à retardement. Alors là, dans ce test, en fait, le principe est un peu particulier, c'est que ici, dans une variable coucou, mais cette variable, on va la passer en argument à la callback. Et ensuite, on écrit console.log.coucou. Et bien en fait, on remarque que coucou2 est affiché avant coucou. Pourtant, vous avez vu ici, cette ligne-là est exécutée avant celle-là. Donc dans un standard JavaScript, on devrait exécuter la première ligne, puis la deuxième. Sauf que là, du coup, vu qu'on appelle une API, on part en asynchrone. C'est-à-dire que la méthode va partir et sera exécutée on ne sait pas quand. Et c'est ce qui s'est produit. Le setTimeout a été exécuté une fois que le console.log coucou2 a été exécuté. Donc en fait, on a coucou2 qui s'affiche une fois parce qu'on arrive ici. Et après, dans la queue d'événements, la callback revient et la callback affiche l'argument 1 qui a été passé en paramètre qui affiche coucou. Et donc, du coup, coucou arrive en deuxième. Ça, c'est les erreurs de débutant. Vous allez peut-être vous tirer les cheveux au départ. Quand il y a des fonctions asynchrones, le résultat n'arrive pas forcément quand vous en avez besoin. Il faut vraiment en prendre conscience. Donc, le principe du fonctionnement d'une callback, donc on a vu tout à l'heure, pour coucou2, on a la callback qui part dans une API. Elle est mise dans la queue d'attente une fois qu'elle est terminée. Et puis, elle est exécutée quand la pile de stack est vide. Alors, on va parler d'un deuxième type d'API, ceux qui fonctionnent avec des événements, donc des messages, comme les événements clics, etc. Mais il n'existe pas que ces messages, il y a aussi plein d'autres messages qui sont interprétés par JavaScript, comme par exemple le WebSocket. On a dans la stack une méthode ici qui est en cours d'exécution, elle va s'exécuter tranquillement et laisser la pile vide. Et si on exécute une méthode WebSocket, qui est une API, eh bien forcément ça part chez le navigateur pour la gestion multithread de son API. Donc c'est le navigateur qui va gérer le WebSocket, mais le WebSocket en fait, quand vous l'avez créé, donc c'est un objet, du coup je fais un new WebSocket et ici j'ai un objet socket, et bien en fait c'est un objet d'API web, bien sûr, sur lequel on peut attacher donc un add event listener des messages. Donc ici le WebSocket, l'ouverture et l'écoute comme message qui exécute une méthode quand il reçoit quelque chose. Et donc en fait on va pouvoir continuer d'exécuter notre code principal dans la stack, ça il n'y a pas de problème, mais dès que WebSocket va avoir des messages à gérer, et bien il va les envoyer dans la queue d'événements tout simplement. Donc on va envoyer un message dans la queue. Ici la pile n'est pas vide puisqu'il y a encore des choses à exécuter, ici un console.log, mais dès que le console.log est vidé, eh bien on va pouvoir exécuter la fonction qui était ici, la fonction event, parce qu'il y a eu un message de reçu. Et du coup, le code JavaScript va pouvoir tourner non-stop et l'API va pouvoir envoyer des messages qui vont se mettre dans la liste d'attente de traitement de la pile qui ne gérera ces messages un par un que quand elle est vide. Donc on va revoir maintenant un peu de vocabulaire, notamment les callbacks et les fonctions anonymes, rien de bien méchant. Une callback en fait c'est juste un mot compliqué pour dire qu'il s'agit d'une fonction qui est appelée plus tard, c'est tout. En fait là quand vous avez vu tout à l'heure setTimeout, on a passé une fonction, mais comme cette fonction elle n'est pas exécutée tout de suite, eh bien on dit que c'est une callback parce que c'est une fonction qui sera exécutée par la call stack principale JavaScript plus tard. Ici on l'a appelé callback 1, on aurait pu l'appeler log coucou ou peu importe son nom du moment qu'elle est déclarée un peu plus loin pour que JavaScript puisse la trouver facilement. Alors un peu de rappel sur les routines. Une routine qui ne retourne rien, c'est ce qu'on appelle une procédure. Pas de problème, elle n'a pas de return, elle a un nom, elle peut avoir des paramètres, impeccable, c'est ce qu'on appelle une procédure. Une routine qui retourne un résultat est appelée une fonction. Donc à partir du moment où il y a le mot-clé return, on appelle ça une fonction dans le jargon informaticien, et une procédure quand il n'y en a pas. Vous savez aussi maintenant dans le monde des objets que quand c'est une routine qui se trouve dans un objet, donc une procédure ou une fonction qui est dans un objet, on appelle ça une méthode. Callback, c'est juste un nom donné à une fonction parce que quand on travaille en équipe, quand on parle de callback, on sait que c'est une fonction qui va arriver en retour de quelque chose. Au niveau de l'écriture, ici prendre argument 1, j'aurais pu aussi écrire ici argument 2 et passer argument 2 ici si la callback avait besoin de 2 arguments. Je peux en mettre autant que je veux ici. Et bien en fait, cette façon d'écrire, elle peut être simplifiée, et elle est souvent simplifiée d'ailleurs, c'est que plutôt que de mettre le nom ici associé à une déclaration, on déclare directement la fonction dans l'espace. Et du coup, on n'a pas besoin de mettre de nom à la fonction, ce qu'on appelle une fonction anonyme. Là, cette timeout, vous voyez, cette partie callback là, ici, elle est remplacée par ça, d'accord? Ça permet de simplifier le code. On appelle ça une fonction anonyme parce que, eh bien, il n'y a pas de nom, tout simplement. Et comme elle est exécutée que à cet endroit précis, elle ne sera pas exécutée ailleurs, elle ne sera pas rappelée ailleurs, on en a besoin que là, on peut en faire une fonction anonyme. Voilà pour les fonctions anonymes. Quand on a des fonctions anonymes qui s'imbriquent les uns dans les autres, c'est possible, c'est fort possible. C'est un nom particulier. On appelle ça
le callback L, parce que ça devient une hiérarchie au niveau du script, hein, vraiment au niveau lecture du document, qui ressemble à ça, et ça devient très perturbant à gérer, enfin c'est vite le bazar. Donc c'est pour ça que la callback tend à disparaître. Comme j'ai parlé de Promise et qu'il y a des API qui fonctionnent en Promise, je vais quand même en parler, même si les Promise c'est vraiment un cours à lui seul, c'est très puissant, mais c'est quand même un peu particulier à comprendre, donc on va y aller doucement. Donc il existe aussi des API web qui fonctionnent sous forme de Promise comme Fetch. C'est une méthode, donc une API web, hein, c'est fourni par le navigateur, par exemple Firefox. Quand vous faites appel à Fetch, ça permet d'aller faire une requête HTTP à votre serveur ou à un autre serveur. Puis ensuite, ce résultat, vous en faites ce que vous voulez. Soit c'est des données, vous les affichez, vous les traitez en JSON et vous les affichez dans une div. Ça va être les débuts des API web qu'on fait soi-même. Quand on parle des API web qui sont là dans ce cours, c'est les API qui sont fournis par le navigateur. Mais si vous faites votre propre application web, vous pouvez aussi fournir des API par d'autres développeurs. Et du coup, la méthode fetch permet d'aller interroger en HTTP ce serveur pour récupérer des informations. La méthode fetch, ici, elle est ici, elle attend en paramètre une request et des informations, on verra après, et elle retourne une promise sous forme de réponse qu'on peut stocker dans une variable. Alors, une promise, c'est un objet. C'est un objet qui a trois états. Soit c'est pending, soit c'est fluid, ou soit c'est rejected. Pending, ça veut dire en gros que l'API web est en attente, c'est-à-dire qu'elle est en train de fonctionner, on ne peut rien faire dessus. Quand la promise est fluid, ça veut dire qu'en fait, tout ce qui s'est passé du côté de l'API web, ça s'est bien passé. Et du coup, on va pouvoir faire quelque chose. Ou alors, inversement, si elle est dans l'état rejected, ça veut dire qu'il y a eu un problème. Par exemple, ici, dans le cas de fetch, le serveur distant ne répondait pas. Eh bien, on va pouvoir, quand c'est dans cet état, faire quelque chose. Alors, une promise, comme c'est un objet, ça possède des méthodes. Donc, on a la méthode .zen, .catch et .finally. Ces méthodes sont utilisées pour associer une action ultérieure. Donc, généralement, on va lui mettre une callback, puisque vous avez compris que maintenant qu'une callback, c'était une fonction qui doit être exécutée ultérieurement. .zen prend deux arguments. La callback si l'objet est dans un état réussi, ou une deuxième callback si c'est un objet rejeté. En gros, ce qu'on va faire, c'est que si on a réussi à interroger le serveur et que la promise est réussie, on va par exemple récupérer les données et les afficher. Et sinon, un console.log, erreur de connexion, où on va afficher dans une div en rouge que il y a eu un problème de connexion. Attention, le .zen renvoie lui-même une autre promise. Et du coup, sur cette promise, on peut les avoir en chaîne les unes après les autres. Donc on peut avoir plusieurs promises imbriquées les unes dans les autres. On va pas rentrer dans le détail ici, ce n'est pas le but de cette vidéo. Je vais montrer juste comment fonctionne Fetch parce que c'est une première API web qui est très sympa à utiliser quand on fait des applications web. Donc voilà comment ça se passe. Je viens d'appeler la méthode Fetch. Vous avez vu, la méthode Fetch s'exécute sans objet. Elle est directement fournie par le navigateur Firefox. Fetch prend en premier une request, donc c'est ici. Donc là j'ai fetch, ensuite ça prend une request, c'est ici, hein, c'est toute la page ici. Donc là j'ai chargé un fichier .json. Et puis après on a des options, ici je choisis la méthode get. Alors attention, ici on peut passer le header HTTP, on peut tout gérer en HTTP. Ça devient vite compliqué au niveau sécurité. Là j'ai fait une méthode qui n'est pas du tout sécurisée, j'ai ouvert mon serveur à toutes les réponses, enfin bref. C'est juste pour montrer le principe. Et puis, du coup, ce résultat va ici, dans une promesse. Ça, c'est le premier point. Ensuite, sur cette promise, donc la fetch réponse promise, je peux faire un .zen. Je vais appeler une première callback si c'est fulled et je vais appeler une deuxième callback si c'est rejected. Remarquez ici que dans le .z ici, je n'ai passé qu'un argument. Donc, j'ai passé que dans le cas où la request est bonne. Ce que je fais ici, c'est que j'appelle une autre méthode qui est response.json, puisqu'en fait, comme on a vu ici, j'ai un objet réponse, hein, j'ai une promise de réponse. Donc j'ai quand même un objet réponse qui m'est fourni par le fetch, parce que si ça envoyait que des promesses, ça serait particulier, ça ne servirait à rien. Donc la promesse est toujours associée à un objet particulier. Donc là, c'est un objet de type réponse hein, que le fetch m'envoie, et cet objet réponse, je peux en tirer un JSON. Le problème, c'est que ce .json me retourne aussi une promise. Donc j'ai une deuxième promise ici à gérer. Si j'ai une promise, je peux faire le .zen et afficher les deux callbacks. Une callback si réussie, une callback si rejetée. Je choisis d'exécuter la première callback ici. Donc là, je ne vais pas expliquer les doubles fléchés, mais en fait, ici, c'est ma callback. Hein. Un affichage particulier, c'est un raccourci. On verra ça plus tard. Mais en gros, je dis, si le JSON se transforme bien, s'il n'y a pas d'erreur, donc ma promise est réussie, eh bien, je peux afficher mon fichier JSON dans la console.log. Et sinon, donc ma promise, je peux faire un .catch. Donc le .catch, lui, sert à attraper n'importe quel type d'erreur qui s'est produit. Voilà. Et donc, je peux loguer une erreur. Alors, les promises, on en reparlera vraiment dans une autre vidéo parce qu'on peut créer les nôtres, on peut utiliser certaines promises. Là, c'est juste utiliser les promises de l'objet fetch sans rentrer dans le détail et voir un peu pourquoi on a ces .zen qui sortent de l'espace et puis pourquoi on a ces .catch qui arrivent et puis pourquoi on a des promises qui arrivent avec des objets. Sachez que l'écriture là que je donne juste avant, et c'est vraiment pour décomposer
décomposer le script et voir vraiment ce qui s'est passé en mettant dans les variables. Mais on peut simplifier ça comme ça, où on a le fetch ici qui attend 2 paramètres et on peut faire le point zen directement, puisque comme fetch renvoie un objet promise, je peux faire le point zen directement. Sur le point zen ici, j'ai un objet réponse, hein. J'applique le transformation JSON, je transforme en JSON. Ça me renvoie aussi une promise. Du coup, l'objet point zen ici me renvoie aussi une promise ici. Et du coup, comme c'est une autre promise, bah voilà, je peux gérer aussi la callback 6 en cas de succès. Et puis, je peux aussi faire un point catch pour attraper une erreur au cas où. Ça fonctionne. Par contre, j'ai dû, dans Debian, activer le mode header, d'accord? Je rentre pas dans les détails HTTP parce que là, on arrive dans quelque chose de très compliqué, encore beaucoup de paramètres à gérer, mais si vous voulez créer une petite API comme ça, avec un petit JSON, donc moi, le JSON, c'est là, je l'ai créé ici, sur mon serveur, j'ai juste créé un petit JSON ici. C'est celui que j'appelle ici test.json et qui est affiché dans la console. En fait, pour pouvoir y avoir accès facilement, il faut aussi activer dans le directory, voilà, le header set pour access control all origin et mettre l'étoile. Je ne veux pas vous expliquer ce que c'est actuellement pour pas vous embrouiller l'esprit, mais voilà, il faut mettre quand même ces petites choses pour que ce fetch fonctionne facilement. En exercice 11, du coup, je vous propose de créer le dernier exemple que je vous ai montré, c'est-à-dire un petit fichier JSON sur son serveur web, de créer un fichier HTML sur un autre serveur web, parce que le but, ça va être d'interroger un fichier dans un autre serveur, et puis dans le code JS, faire un fetch. Donc moi, en fait, tout à l'heure, j'ai affiché mon JSON dans console.log. Vous, il va falloir faire un getElementById, récupérer la div et puis modifier son inner HTML. La moindre petite erreur de fichier, ça peut ne pas fonctionner. Donc vérifiez bien les fichiers JSON. Dans une prochaine vidéo JavaScript, on essaiera de faire le lien entre un code JavaScript client et un serveur, par exemple PHP, pour justement aller faire nos propres API. Et on parlera du coup d'API REST.